dans notre deuxième partie de cette première partie, maintenant qu'on sait à qui on a affaire et qu'on se sent petit à côté du grand Kevin, Trop facile est-ce que celle-là, Christophe. voilà, ouais, je suis pas en forme, hein, non, ça, c'est pas. Mais est-ce que on peut rentrer comme ça dans le vif du sujet du change control? Ouais, déjà, est-ce que tu peux nous dire deux mots d'où ça sort le fait qu'on doit faire des change control en pharma? Et est-ce qu'on a un peu de réglementation autour de ça? Est-ce qu'on a un chapitre des BPF spécifique? Comment ça se passe autour du change control? Alors, la réglementation, oui. Alors, la réglementation, vous avez effectivement dans les BPF, dans la partie 1, on cite régulièrement, alors il n'y a pas de chapitre dédié, mais on fait référence régulièrement au fait que les modifications doivent être maîtrisées. Voilà. Mm. Au niveau réglementaire, la réglementation 1234/2008, et j'ai révisé avant. Ouais, oui, ça sort, ça se voit. Pour les dépôts de dossiers d'AMM, précise que les modifications doivent être maîtrisées également, puisqu'il faut aussi évaluer les potentiels impacts réglementaires et donc les modifications possibles que vous devriez faire sur les enregistrements. Parce qu'effectivement, une modification peut avoir une répercussion sur l'enregistrement. Voilà, ça c'est pour la partie 1 des BPF. Et pour la partie 2, c'est chapitre 13 qui est dédié à la gestion des modifications. Voilà. Donc, Carrément. et de manière générale, les BPF, on dit beaucoup c'est la qualité, c'est la qualité, c'est la qualité. Non, les BPF, si vous avez une bonne lecture des BPF, c'est surtout la maîtrise des risques et la gestion des modifications. La maîtrise des modifications est une maîtrise des risques. Puisque Ah oui, on parle de maîtrise des modifications parce que tout le monde parle de change control, mais dans les oui, BPF ou dans l'annexe 15 aussi, tu as un petit paragraphe spécifique, ça s'appelle vraiment maîtrise des modifications. Il y a même oui, des sites en France où on appelle ça les MDM. Nous, tout le monde dit, enfin, beaucoup de gens parlent de change control ou de CC, pour résumer, mais la maîtrise des modifications, c'est le terme français qu'on utilise dans les BPF. ouais, c'est ça. Clairement, c'est un procédé donc, qui vise à maîtriser, entre guillemets, les risques associés aux modifications. Et quand vous reclarifiez ça en tant que définition, et pour traiter du sujet, vous avez tout de suite compris ce que vous devez faire dans un change control. Vous devez évaluer les risques potentiels liés à votre modification, que ce soit sur des domaines spécifiques, que ce soit la qualité, que ce soit les domaines réglementaires, sur les aspects de production. Et dans les BPF, il y a aussi une partie dans l'annexe 15, alors je ne l'ai plus trop en tête parce que voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais sur l'aspect validation, il y a aussi une partie qui précise, attention, quand vous faites des modifications, revoyez si ça n'a pas un impact sur votre Tout à procédé fait. tel qu'il a été validé ou les équipements, etc. Ça peut Bah, remettre c'est en pour ça cause votre aussi validation. que dans tous les procédures de change control que j'ai vues de ma vie, à un moment donné, il y a forcément à minimum une évaluation réglementaire et validation. S'il n'y a pas ça, je pense que ça n'est pas un bon processus. Mais aussi parce que dans les BPF, c'est les endroits où on en parle, ou dans les textes, c'est là où on en parle, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un change control, Kevin? Alors, c'est un procédé, comme je disais, qui vise à maîtriser les risques associés à un changement, en tout cas une demande de changement. Et donc, c'est nécessairement quelque chose qui est planifié. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait après coup. Oh, Puisque l'objectif, oui. les- voilà, hein, l'essence même du truc, c'est voilà, vous souhaitez faire un changement, donc ça veut dire que vous avez une justification hein, documentée, précise du changement que vous voulez apporter. Et donc, c'est là où c'est intéressant de challenger les personnes qui veulent proposer un changement, parce qu'il y a intérêt à apporter quelque chose de costaud derrière. Et donc, ça se planifie. C'est-à-dire que, voilà, on veut changer quelque chose, et donc on doit évaluer qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est une gestion des risques. Donc, si on reprend le parcours, enfin le schéma de l'ICHQ9 sur la gestion des risques, vous allez faire une évaluation des risques et après chercher à maîtriser ces risques-là. Et donc, cette évaluation, bah, c'est deux choses. C'est d'une part, est-ce que ça touche un domaine concerné? Donc, est-ce que ça a un impact? Alors, le mot impact a deux connotations. Impact dans un sens où est-ce que ça concerne la qualité? Oui, non. Est-ce que ça concerne le réglementaire? Oui, non. Et une Mhm. fois que vous avez évalué ces impacts, c'est-à-dire ces domaines concernés, vous allez évaluer ensuite quels sont les impacts potentiels, c'est-à-dire quelles sont les conséquences possibles de cette modification sur ces domaines-là. Et donc, c'est là où, alors sans entrer dans le détail du flux, vous allez devoir faire appel aux experts des domaines concernés par la modification pour être en mesure d'évaluer correctement les impacts, les conséquences qu'il peut y avoir et les risques qu'il peut y avoir vers ce changement. Bah, c'est là où on voit le commentaire d'Alexandra, là. La plupart du temps, mais parfois a posteriori, par rapport à la question de Christophe, est-ce que vous planifiez tous vos change control? Mais c'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure quand tu parlais de change control
pour les opérations et les modifications qui sont déjà réalisées, ça ne sert strictement à rien. Vu que c'est déjà en place, c'est Non, ce que non, non. voilà, ça sert à Le rien. but, c'est pas de L'essence, tracer pour le plaisir, en Ouais, fait. La non, non. traçabilité, c'est mignon, mais c'est juste pour dire on a changé il y a 6 Voilà. mois et je pense qu'on a maîtrisé parce que depuis, il n'y a pas eu de mort. Ça sert pas à grand-chose, en fait. Ouais. Et oh mon Dieu, on n'a pas fait le change control. ouais, Il faut on a qu'on une le fasse inspection. pour le Ouais, tracer. On le fait pour Non, non, non. l'audit. ouais, on On le fait met pour avec les l'inspection. procédures des procédures lourdes où il n'y a pas de process flow, on les met avec. Change control, ça veut dire maîtrise des modifications, maîtrise des risques associés aux modifications. Si la modification a déjà eu lieu, c'est trop tard. Les risques, ils ont été pris. Donc, si c'est des risques qualité, ben, il va falloir tout de suite voir quels sont les risques immédiats et vous allez ensuite envisager quels sont les risques à moyen terme et long terme dans le cadre d'une déviation cette fois-ci. C'est pas un change qu'on fait, c'est pas un change control qu'on fait, c'est trop tard. Encore une fois, ça se planifie, une maîtrise des modifications. Donc, si la modification a été faite sans respecter le processus change control, vous allez ouvrir une déviation qui va avoir deux finalités. La première, donc, comme je le disais juste à l'instant, ça va être d'évaluer les risques immédiats, moyen terme et long terme de la modification telle qu'elle a été réalisée. Et donc là, bon, bah, va falloir y aller très vite, hein, parce que du coup, potentiellement, vous avez aussi des sécurités, c'est pas négligeable. Prendre des risques comme ça par rapport au personnel, ça ne se fait pas. Et l'autre partie de votre déviation, ça va être de voir pourquoi vous n'avez pas respecté la procédure de change control. Voilà. Donc, dans un précédent job, effectivement, beaucoup de procédures, enfin, beaucoup de change control étaient faits a posteriori, simplement parce que le process était trop lourd et j'ai pu que comprendre le personnel. C'était pas tenable d'utiliser un tel procédé si on voulait avancer. Voilà, donc non, clairement, si la modification a eu lieu, pour moi, c'est une déviation. ouais. Ce que nous dit Joker GG aussi. Ouais, ouais. En espérant qu'il n'y ait pas d'impact réglementaire, parce que ça se trouve, tu as libéré des lots hors dossier Oui, d'AMM et là, tu es impeccable. Là, tout va bien. C'est le et là, strike. voilà, et là, les pharmaciens qui libèrent, les pharmaciens responsables, ils sont contents. Ils sont ravis. Ça, tout va bien, voilà. Alors du coup, j'ai une question quand même moi, qui est un peu en lien avec ça que je voulais poser. Le cœur même du processus change control, c'est pas d'être un minimum lourd et je mets des grands guillemets ou en tout cas adapté pour que on pose les bagages et qu'on fasse pas des changements à l'arrache complètement. Alors, ça va dépendre de l'organisation, d'une part, hein, et de la manière dont se fait le change. Il peut être très lourd, mais aussi il peut être très simple. Ce que j'ai pu vivre par le passé, c'est qu'on faisait parfois des demandes de modification pour des sujets qui ne nécessitaient pas de faire des évaluations des risques. Voilà. Donc des exemples, il y en a à l'appel. Et une manière d'éviter ça, parce qu'en fait, alors pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on fait un change control. On leur a expliqué comment il fallait faire un change control. Donc eux, ils retiennent, j'ai une modification, je dois faire un change control. C'est tout ce qu'ils retiennent. Ils ne retiennent pas le fait que j'ai une modification et potentiellement, je dois évaluer les risques associés derrière. Donc on leur explique comment faire, mais on leur dit pas pourquoi. Et si vous rappelez aux gens pourquoi ils doivent suivre un processus change control, ça peut changer la donne déjà, d'une part. Donc par exemple, d'un point de vue qualité pharmaceutique, on doit faire des modifications pour évaluer les risques potentiels, encore une fois, soit sur la qualité du produit que vous allez fabriquer, soit sur la réglementation qui encadre ce produit. C'est ça la première chose. Ça sous-entend que si quelqu'un a une modification et qu'il ne sait pas s'il y a des impacts potentiels qualité ou réglementaires, eh bien, elle peut déjà commencer par poser la question à un responsable qualité ou réglementaire ou les deux si c'est la même personne, pour savoir si, voilà, si le changement qu'il souhaite mettre en place nécessite-t-il de faire une évaluation complète des risques associés. Et Mhm, c'est là où, si vous êtes bien organisé, vous allez déjà avoir plusieurs de vos changements qui seront déjà encadrés par des procédures. Je prends des exemples très cons, mais si vous décidez de faire un changement de pièce sur des équipements, si tout ça est déjà documenté, c'est que vous maîtrisez déjà les risques associés à ces modifications. Que ce soit les étapes de maintenance qui sont dessus, jusqu'aux tests que vous allez faire avant de redémarrer. Donc, si quelqu'un vient dire, voilà, j'ai une pièce à changer, mais c'est pas grave, tu as une procédure, tu as déjà un truc en place. Tu n'as pas besoin de mhm, faire un change control. Par contre, voilà, si vous avez quelque chose de nouveau, parce que c'est une modification nouvelle, encore une fois, un change control doit s'appliquer pour des modifications nouvelles ou qui ne sont pas décrites. Donc, vous pouvez réduire fortement le nombre de changes si vos systèmes décrivent correctement les modifications potentielles. Donc, vous faites un premier questionnement à ce responsable-là. Ça prend une minute, pour peu qu'il ait suffisamment d'expérience, parce que bon, forcément, quand on débute, moi, si on m'avait posé la question quand j'ai débuté, je pense que j'aurais pas été en mesure de répondre tout de suite. J'avais dit, attends, je vais me renseigner, je te réponds plus tard. Mais ça permet de faire un premier fil pour dire, voilà, non, non, ta modification ne nécessite pas de faire un change control complet, enfin, en tout cas, le procédé, le processus change control. Par contre, on va documenter parce qu'on a tel système en place pour documenter telle activité, par exemple. Voilà. Et ensuite,
je dirais la deuxième étape, c'est si on considère que le change control, enfin que la modification nécessite de passer par une évaluation des risques, là, il faut être souple. Il faut être souple dans la mesure où il ne faut pas avoir une procédure qui impose la présence de certains experts dedans. J'ai connu ça également, où il devait systématiquement y avoir, pour une évaluation de modification, un responsable maintenance, un responsable de sécurité, un responsable qualité, un responsable, je sais plus trop quoi, enfin 2 autres départements, peu importe, mon responsable production, un responsable également de département. À la base, par défaut, vous allez avoir forcément le responsable qualité et un responsable sécurité. Voilà. Ça, c'est les 2 principaux nécessaires. Et éventuellement réglementaires, si c'est pas la double casquette qualité réglementaire. Ces personnes-là vont vous dire, voilà, votre change, on peut considérer que c'est une modification mineure, c'est-à-dire qu'elle n'impacte pas potentiellement la qualité du produit ou la réglementation qui l'encadre. Donc, on va juste tracer simplement votre modification, on ne va pas payer de temps. Si ce n'est pas le cas, si la modification est plus importante que ça, ou en tout cas peut potentiellement générer des risques, là, on va dire, écoute, on va passer une deuxième étape où Mhm. on va faire une évaluation au comité. Et ce comité doit être souple, c'est-à-dire que c'est un comité qui va être créé au cas par cas. C'est-à-dire, voilà, si vous avez une modification qui nécessite d'avoir des personnes de la maintenance, enfin, en tout cas un responsable maintenance, on va amener un responsable maintenance, mais pas forcément un responsable de production ou autre. Tout dépend encore une fois de l'activité. Mais est-ce que c'est Euh, pas là, du coup, le cœur du réacteur déjà, la complexité du process, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait un change, de quand est-ce qu'on n'en fait pas, parce que je pense qu'on a tous des anecdotes où on a fait un change control pour changer la couleur du PQ et où on a loupé un change sur un truc qu'aurait mérité 100 fois de faire un change control quelque part. Tout à l'heure, tu parlais de maturité, mais c'est aussi, enfin, il y a pas mal de bon sens, hein, comme d'habitude, mais est-ce que c'est pas là où tout se fait, entre guillemets? C'est après le process, on le déroule quelque part. Comme un rouleau de papier cul, disons d'ailleurs. quel enchaînement, quelle transition. Oui. Papier Non, cul, mais doudou. C'est souple et solide à la fois, c'est une ref, Voilà, un sketch des c'est une rêve, inconnus. désolé. non, c'est là toute l'importance d'avoir un processus simple, enfin un procédé simple de gestion des risques liés au changement, mais également d'avoir une formation adaptée. Personnellement, je suis plutôt favorable à ce que vous ayez une formation qui va s'appliquer au commun des personnes de l'entreprise qui vont être amenées à proposer des changements, en étant plus axé sur pourquoi on doit faire une maîtrise des risques plutôt que sur comment le réaliser et qu'est-ce qu'on va faire derrière. Et une formation, une formation pour les experts, c'est-à-dire pour les personnes qui vont être sollicitées pour faire les évaluations des risques. Et ces personnes-là doivent être formées à l'évaluation des risques, le plus simplement du monde, hein. On rappelle juste comment on évalue, comment on identifie des risques potentiels, comment on va chercher en fait à réduire le risque ou à le prévenir d'une manière ou d'une autre. Il faut clairement faire cette nuance-là. Après, vous avez aussi, enfin, moi, je conseille ici une autre formation qui est plus vraiment, alors là, c'est pour les propriétaires du système, pour s'assurer que d'une personne à l'autre, d'un turnover à l'autre, ça suit bien. Parce qu'on peut mettre un bon procédé en place, une fois qu'on n'est plus là, si les personnes ne sont pas formées, on n'a pas le temps d'être formé ou on n'arrive pas à suivre, ça peut partir en vrille assez vite. Et j'ose espérer que là où j'étais avant, ils ont pu enchaîner et suivre correctement le processus. Et il y a Joker qui nous dit que c'est pas mal aussi dans le cadre de pas inviter non plus toute la petite famille du site pour faire une évaluation, d'avoir une grille ou un tableau pour aider à identifier les acteurs en fonction du change. Et c'est clair que de mettre 150 personnes pour faire un comité, hein, tout le monde peut donner son avis s'il a un impact ou pas, hein, Ah mais ouais, non, c'est mais juste congestionner le c'est la truc et foire faire en n'importe avant. quoi. Oui, Ça non, non, puis on marche. se retrouve dans des situations impossibles où certains vont dire, par exemple: «Ah, mais il y a peut-être un risque là-dessus, qu'est-ce qu'on fait?» Puis alors là, tout le monde se bloque, alors ça, c'est aussi un des risques enfin bon, c'est un risque général de la gestion des risques de manière générale, c'est, d'identifier des risques pour lesquels on se retrouve complètement démuni, on ne sait plus quoi faire. Mais il y a des moments où les risques, il faut les accepter aussi, quoi. Donc soit la modification, elle est nécessaire et les risques, envahissent le coût, soit les risques n'en valent pas la chandelle entre guillemets et la modification peut finalement s'en passer. Et alors là, faut dire non. Et c'est quelque chose que j'ai pas souvent vu non plus auparavant, c'est-à-dire quelqu'un avec une modification, c'est toujours oui, ça avance, on dit oui, on le fera quoi qu'il arrive. Non, j'invite fortement les personnes qui sont amenées à évaluer les modifications, à challenger les personnes qui apportent des projets de modification, confirmer que c'est justifié euh, et en tout cas savoir par la suite comment ils comptent s'assurer que leur modification est pertinente et elle sera suivie. Et Et c'est ça, vrai c'est qu'au encore fur et à mesure important. du truc, moi j'ai peu de cas en tête justement là, où on se dit finalement on va pas faire le change,
parce qu'il y a trop de risques ou parce que ça a peut-être dû arriver, mais c'est vrai que c'est très très rare finalement. Ou alors c'est parce Non, qu'on parce avait qu'on super bien fait les valeurs initiales, ou alors c'est parce que on se pose plus la question et Non, on puis se pose plus la question. c'est le rouleau non. compresseur quoi. Le truc il est parti, on va jusqu'au Oui, bout c'est du ça. process. C'est exactement Ah le rôle ouais. du compresseur. Et pour beaucoup de systèmes, on prend pas la peine de prendre du recul là-dessus. Donc, il faut se forcer, en tout cas quand on est responsable de ce genre de projet, que ce soit une modification ou autre, on doit se forcer à se dire, OK, je dois faire un point dans 3 mois, dans 6 mois, bon, en fonction du procédé, hein, bien sûr, pour savoir ce qu'il en est. Et j'avais fait ça pour les déviations, pour les OS, j'avais fait ça également pour la gestion des changements. J'étais forcé à faire un point à 3 mois et un point à 6 mois pour savoir est-ce que c'était toujours OK, est-ce que c'était clair pour tout le monde, est-ce qu'il fallait faire des ajustements? Et il y a eu des ajustements et au final, ça montrait aussi qu'il y avait une dynamique qui était enclenchée initialement et qu'on a maintenue par la suite. Mhm. Et c'est clair que si le changement est lancé et qu'il n'y a plus de suivi derrière, le changement, il peut être bon, il peut être mauvais. Finalement, plus personne se posera la question. Ouais, c'est ça. On aura peut-être des déviations et le seul moment où on va peut-être se remettre en cause sur la modification qu'on a faite, c'est soit si on va s'intéresser aux analyses de récurrence de déviation, ou soit lorsque dans le cadre d'une APR, on va se dire: «Bah, tiens, c'est bizarre, j'ai quand même beaucoup de situations où il y a ça». Pour peu qu'on prenne le temps de se poser la question: «Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?» et pour peu que c'était documenté correctement, là oui, on pourra se dire: «Mais effectivement, le changement, il n'a pas été efficace». Et Ouais, je c'est dirais intéressant que ça. et personnellement, j'ai eu un quart de mes changements qui n'étaient pas efficaces, dans le domaine du service que j'ai suivi, dans mon précédent travail. Maintenant, on en causera tout à l'heure sur le comment on fait après pour vérifier l'efficacité. Non, mais moi, c'est une réflexion philo que j'ai un peu, mais c'est vrai que des changes comme ça qui sont arrêtés en cours de route, le train qui s'arrête, je le vois pas. Autant des déviations ou des CAPA, se dire finalement le CAPA, on va pas le faire parce qu'il est trop lourd, parce il est pas efficace par rapport à la cause ou quoi que ce soit, ou voire même des déviations, hein, de se dire à la fin, à la définition du problème d'une déviation, de se rendre compte que c'est pas une déviation et finalement on l'annule. Ça, je l'ai vu, mais des changes qui s'arrêtent en cours de route, Alors, ouais, les changes qui s'arrêtent en cours de route, alors ça peut aussi arriver, c'est un point, ça fait partie des points également à vérifier. Quand vous partez d'une demande de modification d'un change request, ce que vous voulez, vous avez une idée en tête et vous avez aussi derrière, une vague idée des contraintes que vous allez avoir pour mettre cette modification en place. Mais lorsque vous faites votre évaluation des risques, bah, vous allez derrière identifier des risques, pertinents et chercher à mettre en place des actions pour traiter ces risques. Des actions que vous allez faire avant l'implémentation de votre changement et des actions que vous allez faire après l'implémentation du changement. Il n'est pas impossible que l'étendue des actions que vous avez à faire pour pouvoir traiter ce changement rende caduque ou en tout cas inintéressant l'idée du changement que vous aviez au départ. Parce ouais, que vous vous rendez carrément. compte, voilà, il y a un Ouais. coût derrière, il y a un investissement trop important, finalement on laisse tomber. Et c'est déjà arrivé effectivement qu'on me propose des changements, j'ai dit voilà, mais il y a tout ça à faire. Vous voulez vraiment tenter la chose, finalement le gain il est plus si intéressant que ça. Ouais, on Donc va c'est dépenser des 100 pour gagner 10, ça sert à rien, Voilà. quoi. Et c'est pour ça que j'incite également lorsqu'on fait un change, si quiconque d'un département veut faire une modification, il va d'abord en parler à son manager ou son responsable de département pour dire: «Voilà, j'aimerais faire ça». Vous allez dire effectivement au départ: «Oui, c'est une bonne idée». Ensuite, ce responsable ne sera pas forcément impliqué dans l'évaluation du change. Par contre, je les invite fortement à être approbateurs du changement parce qu'ils vont voir l'étendue des actions qui vont être requises pour faire le changement. Et ça va peut-être également donc changer leur vision, leur perception du changement pour leur propre département. Et ouais, c'est Intéressant. aussi anticiper le travail des autres Oui, départements, parce que oui. si toi tu Et fais une ça aide. modification pour gagner du temps, mais tu complexifies X autres processus, ça peut être Voilà et un peu ça et gênant. ça responsabilise les responsables des départements par rapport à ce genre de modification, et aux risques qu'on a identifiés derrière pour qu'ils en soient bien conscients. Moi, Plutôt que de se dire: «Voilà, il y a un change à faire, c'est la qualité qui s'en charge» et puis derrière des actions, bon, on les fait, point, quoi. ce que je trouve super intéressant, moi je suis pas un grand... Change control, c'est pas le processus que j'ai le plus drivé dans ma vie. Mais toi, par rapport à toi, ta vision, par rapport à ce que tu nous présentes, Kevin, toi, tu es vraiment sur la maîtrise du changement, avec des actions pour maîtriser le changement. Moi, souvent, j'ai vécu les change control comme étant des plans d'action. Qualité, pour dire qu'il n'y a pas d'impact de qualité dans le changement. Mais Ouais, tu pas, subis le truc, mais ouais, pas ouais, des ok, vraiment. actions pour maîtriser le changement en tant que tel, tu vois. Ça va être Mmh. typiquement, il faut faire les procédures, il faut faire sensibilisation du personnel, il faut faire toutes Ouais, ces mais alors ça, ouais, opérations-là. ouais, Et du coup, ça tu as des change control avec 20, plus de 20, 30 actions à l'intérieur, quoi. alors je vais être désagréable, mais Vas-y, ça mais t'es c'est là pour le ça, tu sais, QP Pharma, ça vas-y, c'est lâche le tout. change control sans réflexion. Encore une fois, la gestion des changements, la maîtrise des changements, pardon, ça vise à maîtriser des risques. Donc ça veut dire que vous identifiez des scénarios, des risques et derrière vous allez avoir 2 types d'actions. Alors effectivement, vous pouvez vous aider d'une checklist pour traiter vos actions systématiques.
Les actions systématiques, ça va être quoi? Ça va être mise à jour d'une analyse de risque, ça va être mise à jour d'une procédure, ça va être formation du personnel, voilà. C'est tous des trucs qui sont déjà identifiés. C'est des trucs que vous connaissez. Et quand vous avez des checklists qui n'adressent que ça, ce sont des checklists qui n'ont pas véritablement de valeur ajoutée. Et si derrière les personnes ne se contentent que de traiter la checklist, ils sont devenus, c'est un terme que j'aime bien utiliser, mais ils sont devenus esclaves de leur checklist, esclaves de leur processus. C'est-à-dire qu'ils se laissent complètement manger, bouffer par leur processus. Ils ne sont plus capables de réfléchir par rapport à ça, à la finalité. Donc, vous allez avoir vous allez avoir des actions systématiques. Donc, c'est ça. Et les checklists, elles sont bien dans le sens où elles vont vous aider à vous rappeler qu'il y a telle ou telle action à faire. Ouais, mais Mais ça ne doit pas s'arrêter à là. ouais, c'est Ça ça, ne doit pas s'arrêter à là. ouais. Parce que chaque changement va avoir des risques propres, inédits, pour lesquels là, vous allez devoir faire preuve de créativité et créer des actions qui sont des actions spécifiques cette fois-ci. On n'est plus dans le systémique, on est dans des actions spécifiques. Comment, par rapport à ce changement-là, euh, en prenant en compte effectivement toutes les modifications et les mises à jour que je vais faire à côté, qui sont une chose, comment je vais m'assurer que ce changement-là ne va pas avoir de conséquences néfastes, délétères, sur ma production ou sur la qualité de mon produit ou quoi que ce soit. Et c'est là où il faut absolument que les personnes aient des connaissances dans la gestion des risques, des connaissances en tout cas minimum sur comment évaluer un risque et comment faire pour réduire le risque associé. Et c'est pas que dans la maîtrise du changement. La gestion des risques, c'est vraiment, j'ai déjà défendu à plusieurs reprises dans différents chats auparavant, mais c'est c'est le cœur de la plupart des systèmes qualité qu'on maîtrise, qu'on a à gérer.